Ma cousine a emménagé chez ma grand-mère et veut que j'abandonne la fac pour garder ses enfants gratuitement, mais qui s'occupera d'elle quand la colère de la famille s'abattra? Je m'appelle Maya, j'ai 22 ans, et je viens implorer le tout-puissant Reddit pour raconter mon histoire. Il y a 3 semaines, ma cousine Jessica, 28 ans, est arrivée à la maison familiale avec ses 3 enfants, des jumeaux de 5 ans et un garçon de 7 ans. Leur père est décédé. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un logement temporaire parce que son propriétaire l'avait expulsée pour loyers impayés. Ma grand-mère, Ruth, 74 ans, propriétaire de la maison, a tout de suite accepté. J'habite avec ma grand-mère car je termine mes études dans un community college à proximité. Je travaille aussi à temps partiel comme caissière dans une banque locale pour payer mes frais de scolarité et participer aux dépenses de la maison. Ma grand-mère touche la sécurité sociale, mais ce n'est pas grand-chose, alors je contribue à hauteur de 400 $ par mois pour la nourriture et les factures. Nous avions notre routine bien établie. Elle regarde ses feuilletons l'après-midi pendant que j'étudie, et je m'occupe de la cuisine et du ménage parce que son arthrite l'empêche de bouger facilement. La première semaine après l'arrivée de Jessica a été un véritable chaos. Les enfants retournaient le salon tous les jours. Ils dessinaient sur les murs avec des crayons. Le garçon de 7 ans a cassé la lampe préférée de ma grand-mère en courant dans la maison. Jessica s'est contentée de hausser les épaules en disant « Les enfants sont comme ça ». Elle passait la plupart de son temps affalée sur le canapé, scotchée à son téléphone, pendant que les enfants hurlaient et se disputaient. J'ai essayé de faire preuve de compréhension. J'ai acheté de la nourriture pour 6 au lieu de 2, ce qui a presque englouti tout mon salaire. Je faisais le ménage chaque soir après mes cours et mon travail. Lundi dernier, je prenais mon petit déjeuner avant mon cours de comptabilité à 8 h quand Jessica s'est assise à côté de moi. Elle m'a dit qu'elle avait réfléchi à notre situation et avait trouvé une solution. Elle voulait que je quitte mon travail pour m'occuper de ses enfants à plein temps, afin qu'elle puisse, tenez-vous bien, enfin remettre sa vie en ordre et trouver un bon emploi. Je l'ai regardée, encore à moitié endormie, car je m'étais levé tôt pour réviser, pas pour entendre ces absurdités. Elle insistait, disant qu'elle était sérieuse et que ça avait du sens. Elle a expliqué que la garde d'enfants coûte cher dans notre région et que si je m'en occupais, cela ne coûterait rien à personne. Elle disait que je pourrais toujours retourner à l'école plus tard, une fois que ses enfants seraient en classe à temps plein. Je lui ai dit non, pas tout de suite. J'essayais encore de comprendre ce que je lisais et ce qu'elle me racontait. Je ne sais toujours pas ce qui était le plus difficile à comprendre, parce que ce que Jessica disait était tout simplement absurde. Je lui ai dit qu'il ne me restait qu'un semestre avant d'être diplômé et que je n'allais rien sacrifier pour des enfants qui ne sont pas les miens. Je lui ai aussi dit que mon travail était bien payé et que j'en avais besoin pour payer mes études et aider ma grand-mère. Elle a rétorqué que c'était comme tous les autres membres de la famille qui ne pensent qu'à eux. On peut donc en conclure que ce n'était pas la première fois qu'on lui disait « non ». Jessica s'est mise à pleurer en disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle a prétendu que j'étais la seule à pouvoir l'aider, et que si je l'aimais vraiment, elle et ses enfants, je ferais ce sacrifice. Je me suis levé de table et je suis parti en cours sans dire un mot de plus, j'en avais déjà assez dit. En rentrant ce soir-là, ma grand-mère m'attendait dans la cuisine. Elle m'a dit que Jessica avait pleuré toute la journée et que je devrais peut-être reconsidérer l'idée de l'aider. Je lui ai expliqué que je ne pouvais ni quitter mon travail ni abandonner mes études alors qu'il ne me reste qu'un semestre. D'ailleurs, sans mon travail, il n'y aurait presque plus de revenus dans la maison. Jessica ne travaille pas, et ce que touche ma grand-mère ne suffit pas. Dans les jours qui ont suivi, Jessica n'a cessé de parler de son idée que je devienne la nounou. Elle se plaignait d'être épuisée et que c'était trop dur de s'occuper seule de 3 enfants. Elle a même commencé à les laisser à ma grand-mère pendant qu'elle sortait pendant des heures. Ma grand-mère, qui a du mal à gérer un seul enfant actif à cause de son âge et de sa santé, était exténuée. Jeudi dernier, je suis rentré du travail et j'ai trouvé ma grand-mère endormie sur le canapé, tandis que les jumeaux sautaient sur les meubles et que le garçon de 7 ans essayait de se faire un sandwich dans la cuisine avec un couteau bien trop tranchant. Je suis intervenu immédiatement et j'ai calmé les enfants avec des goûters et des dessins animés. Quand Jessica est rentrée 2 heures plus tard avec des sacs de chez Target, je lui ai demandé où elle était allée. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour elle et qu'elle était allée faire du shopping parce que ses vêtements ne lui allaient plus. Vendredi matin, Jessica m'a de nouveau coincé pour une conversation. Cette fois, elle avait préparé un planning écrit. Elle voulait que je garde les enfants de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi. Elle disait que cela lui permettrait de chercher un emploi et même de suivre des cours en ligne pour améliorer ses compétences. Quand je lui ai demandé ce qu'il en était de mes cours et de mon travail, elle m'a proposé de suivre des cours en ligne et de chercher un travail à distance le soir, de faire avec. Je lui ai dit d'utiliser son cerveau. Jessica s'est alors mise à hurler, disant que je lui parlais mal, que je l'insultais, que j'étais égoïste. Elle a ajouté que si notre grand-mère nous avait appris à nous entraider, je devrais l'écouter et arrêter d'être une ingrate et une rebelle. La dispute a réveillé ma grand-mère, qui est sortie de sa chambre en traînant les pieds pour demander ce qui se passait. Jessica s'est immédiatement remise à pleurer et a dit à ma grand-mère que je la traitais mal. Ma grand-mère m'a regardé, déçue, et m'a demandé si on ne pouvait pas trouver un compromis.
Le week-end a été encore pire. Jessica a dit à ses enfants que Tata Maya ne voulait pas passer du temps avec eux, ce qui m'a fait beaucoup de peine parce que je tiens à ses enfants. Peut-être pas au point de vouloir m'en occuper à plein temps, mais je sais qu'ils sont complètement innocents dans cette histoire. La faute à son comportement et à sa situation ne revient qu'à une seule personne, ma cousine. Les enfants ont commencé à m'éviter et à se montrer froids chaque fois que j'essayais d'interagir avec eux. Dimanche soir, Jessica m'a à nouveau convoqué pour parler. Elle m'a dit qu'elle y avait bien réfléchi tout le week-end et qu'elle était prête à me payer pour garder ses enfants. Elle m'a proposé 200 $ par semaine, soit moins de la moitié de ce que je gagne à la banque. Quand je le lui ai fait remarquer, elle m'a dit qu'il fallait prendre en compte que je n'aurais plus de frais de transport ou de tenue de travail. Elle a aussi dit que passer du temps avec des enfants, ça serait compensé autrement. Mais l'argent n'est même pas le principal problème. Je suis très proche de terminer mon diplôme et de commencer ma vie professionnelle. J'ai déjà des entretiens prévus avec des entreprises locales après ma remise de diplôme. Hier, Jessica a annoncé qu'elle avait peut-être trouvé un emploi dans un magasin, mais qu'elle ne pouvait pas l'accepter sans une garde fiable pour ses enfants. Elle a dit que le poste était payé 12 $ de l'heure et qu'il avait un bon potentiel d'évolution. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit que c'était ma chance d'aider vraiment la famille. J'ai éclaté de rire devant elle, car ce poste est moins bien payé que le mien, et elle veut que j'abandonne tout pour garder ses enfants pendant qu'elle travaille pour un salaire plus bas. L'intelligence de Jessica n'était pas invitée à cette conversation. Je l'ai bien fait comprendre, et ma réponse est restée la même, non. Elle a ajouté que si je n'étais pas disposé à aider, peut-être qu'elle irait s'installer chez la mère de son ex, dans un autre état. Et que dans ce cas, notre grand-mère ne verrait plus ses arrière-petits-enfants. Je lui ai dit que c'était très bien, qu'elle devait faire ce qu'il y avait de mieux pour elle et ses enfants. Ma grand-mère a entendu cette conversation et m'a ensuite prise à part. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que Jessica et les enfants partent, surtout qu'ils sont ses seuls arrière-petits-enfants. Elle m'a demandé s'il n'y avait aucun moyen pour que je les aide, même juste quelques mois, le temps que Jessica se remette sur pied. Je voyais combien cela comptait pour elle. Mais je savais aussi que si je cédais maintenant, il y aurait toujours une excuse pour expliquer pourquoi Jessica avait encore besoin d'aide pendant quelques mois. Si je disais oui, je finirais par m'occuper de ses enfants jusqu'à leurs 35 ans. 35 ans, pas les miens, les leurs. Je suis censé obtenir mon diplôme en décembre. J'ai travaillé dur pour arriver jusque-là, en suivant des cours tout en travaillant et en aidant à prendre soin de ma grand-mère. J'ai déjà été accepté dans le programme de l'université d'État pour obtenir ma licence, et j'ai une bourse partielle. Si j'abandonne ou si je reporte maintenant, je risque de perdre cette opportunité. La seule personne pour qui j'éprouve de la peine dans tout ça, à part les enfants, qui ont pour mère une sorte d'extraterrestre pleine de droits, c'est ma grand-mère. C'est juste une vieille dame qui aime avoir du monde à la maison. Avant cela, elle vivait seule. Elle est la seule raison pour laquelle je n'ai pas encore ouvert l'écoutille pour laisser l'extraterrestre flotter dans l'espace. Peut-être, avec un peu de chance, qu'un ovni la percutera et résoudra beaucoup de nos problèmes. Peut-être que les enfants pourraient être pris en charge par leur grand-mère ou par quelqu'un d'autre. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Mise à jour 1. Voici ce qui s'est passé depuis mon poste initial. D'abord, je tiens à parler des conseils que j'ai reçus. Beaucoup de gens m'ont conseillé de rester ferme sur mes limites et de ne pas abandonner mes études, ce que j'essaie de faire. D'autres ont suggéré de trouver un compromis qui conviendrait à tout le monde, mais je ne vois pas vraiment ce que ça pourrait être. J'ai déjà un travail presque à temps plein, en plus d'une charge de cours assez lourde. C'est le sprint final, avec l'espoir qu'après, tout s'allège, niveau stress et finances. La semaine suivant mon message, Jessica a continué à me mettre la pression chaque jour pour que je garde les enfants. Elle a même commencé à impliquer les enfants dans sa petite campagne. Elle disait à haute voix, quand j'étais dans la même pièce, qu'elle ne pouvait pas les emmener au parc ou leur acheter des friandises parce qu'elle n'avait pas de travail, et que Tata Maya ne l'aidait pas à en trouver un. Les enfants ont commencé à me demander pourquoi je ne voulais pas aider leur maman. Je répondais, parfois, les mamans sont tellement nulles qu'au lieu de faire des efforts, elles préfèrent accuser les autres. Ma grand-mère devenait de plus en plus épuisée chaque jour. Les enfants la réveillaient très tôt tous les matins, et Jessica les lui laissait pendant des heures pendant qu'elle sortait. Quand je demandais à Jessica où elle allait pendant ses longues absences, elle me répondait vaguement qu'elle avait des entretiens ou des courses à faire. Ce mardi-là, j'ai décidé d'essayer une autre approche. Je me suis assise avec Jessica et je lui ai proposé un compromis. Je lui ai dit que je pouvais garder les enfants quelques heures le week-end et peut-être une soirée en semaine, pour qu'elle puisse aller à des entretiens ou s'occuper de choses importantes. Je lui ai expliqué que c'était le maximum que je pouvais faire sans que cela n'impacte mon travail ou mes études. Jessica a immédiatement rejeté ma proposition. Elle a dit que de l'aide le week-end ne l'aiderait pas à trouver un emploi à temps plein, et que mon offre prouvait que je ne comprenais toujours pas sa situation. Elle m'a accusé de faire des gestes symboliques juste pour ne pas avoir l'air égoïste. Je ne sais pas où j'ai rangé ce lance-flamme dont j'aurais tellement besoin en ce moment. Ce week-end-là, j'ai remarqué que Jessica passait beaucoup de temps sur son téléphone, sortant souvent dehors pour passer des appels. Quand je lui ai demandé à qui elle parlait,
Elle m'a répondu qu'il s'agissait d'employeurs potentiels et de programmes d'aide au logement. Ça semblait être une bonne nouvelle, même si quelque chose clochait, avec Jessica, tout semble louche. Lundi, j'avais cours tard et je ne suis rentré qu'après 21h. En entrant, j'ai trouvé ma grand-mère assise dans la cuisine avec un air inquiet. Les enfants dormaient déjà, et Jessica n'était nulle part. J'ai demandé à ma grand-mère ce qu'il se passait. Elle m'a dit que Jessica était partie le matin même en disant qu'elle avait un entretien d'embauche et qu'elle serait de retour pour le déjeuner. Elle n'était jamais revenue, et ma grand-mère avait gardé les enfants toute la journée. C'était la 3e fois cette semaine-là que Jessica disparaissait toute la journée, laissant ma grand-mère seule avec 3 petits-enfants. J'étais furieuse. Ma grand-mère a 74 ans et souffre d'arthrite. S'occuper de 3 enfants pendant 12 heures d'affilée, ce n'est pas quelque chose qu'elle devrait faire. Quand Jessica est enfin rentrée vers 23h, je l'ai confrontée pour avoir abandonné ses responsabilités. Jessica a prétendu qu'elle avait eu un 2e entretien qui avait duré longtemps, suivi d'étapes obligatoires d'intégration. Quand je lui ai demandé des détails sur l'emploi, son histoire a commencé à changer. D'abord, elle m'a dit que c'était dans un restaurant. Ensuite, dans un magasin. Puis elle a parlé de service client. J'ai commencé à soupçonner qu'elle mentait sur ses entretiens. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû faire. Pendant que Jessica était encore partie à un prétendu entretien et que ma grand-mère faisait la sieste, j'ai fouillé quelques papiers que Jessica avait laissés sur le comptoir de la cuisine. J'ai trouvé plusieurs factures impayées, dont une carte de crédit avec plus de 3000 $ de dette et aucun paiement depuis 4 mois. Il y avait aussi des rappels de paiement d'un magasin de location-vente et des documents liés à un prêt sur salaire. Mais le plus choquant, c'était un relevé bancaire montrant des dépôts réguliers de 800 $ toutes les 2 semaines depuis 2 mois. Jessica touchait des allocations chômage tout ce temps alors qu'elle affirmait être désespérément à la recherche d'un emploi. D'après les dates, elle recevait ses paiements depuis avant même d'emménager chez nous. J'ai compris que Jessica ne cherchait pas réellement de travail. Elle touchait le chômage tout en vivant gratuitement chez nous, et essayait de me faire offrir gratuitement la garde de ses enfants pour continuer à fuir ses responsabilités. Toutes ces longues absences n'étaient pas des entretiens. Elle traînait probablement avec des amis ou profitait simplement de moments loin de ses enfants. Ce soir-là, j'ai décidé de la confronter à ce que j'avais découvert. J'ai attendu que les enfants soient couchés, et ma grand-mère aussi. Je lui ai demandé directement si elle recevait des allocations chômage. Elle est devenue toute pâle et s'est tout de suite mise sur la défensive. Elle a fini par l'admettre, mais a dit que ce n'était pas suffisant pour vivre. Elle a prétendu que ce que j'avais vu était le montant brut, et que la majorité partait pour les enfants et d'autres dépenses. Quand je lui ai fait remarquer qu'elle ne payait ni loyer ni nourriture en vivant avec nous, elle a dit qu'elle avait besoin de cet argent pour ses vêtements et ses déplacements afin de chercher du travail. J'ai demandé à Jessica des explications sur tous ces entretiens d'embauche soi-disant passés. Elle a éclaté en sanglots et a fini par admettre qu'elle n'avait eu que 2 vrais entretiens au cours du mois. Elle a dit que chercher un emploi était plus difficile que je ne le pensais et qu'elle avait besoin de se préparer mentalement avant chaque entretien. Elle a affirmé que laisser les enfants chez notre grand-mère lui permettait de se concentrer. Je n'en revenais pas. Je lui ai dit que notre grand-mère n'était pas une nounou gratuite et qu'elle profitait de la gentillesse d'une femme âgée. Jessica s'est mise à pleurer et m'a dit que, n'étant pas mère célibataire, je ne pouvais pas comprendre la pression qu'elle subissait. Je lui ai répondu que non, en effet, je ne comprenais pas. Jessica m'a alors accusé d'être jalouse parce qu'elle avait des enfants et pas moi. Elle a dit que j'utilisais mes études comme excuse pour fuir mes responsabilités familiales, et que je me croyais supérieure sous prétexte que j'étais encore à l'université. Les choses ont vraiment dégénéré quand Jessica a prétendu que notre grand-mère lui avait confié être déçue par mon égoïsme. Elle a affirmé que ma grand-mère lui avait dit ne pas m'avoir élevé pour que je privilégie mes ambitions personnelles au détriment de la loyauté familiale. Ça m'a fait très mal, car ma relation avec ma grand-mère compte énormément pour moi. Je suis allé la voir dans sa chambre et je l'ai réveillée pour lui demander si elle avait vraiment dit ces choses-là. Ma grand-mère avait l'air perdue et bouleversée. Elle m'a assuré qu'elle ne m'avait jamais traité d'égoïste et qu'elle était fière des efforts que je faisais pour mes études. Elle a admis qu'elle était fatiguée de s'occuper des enfants aussi souvent, mais qu'elle n'avait pas voulu se plaindre, sachant que Jessica traversait une période difficile. Quand je lui ai parlé des allocations chômage de Jessica, elle a été choquée. Elle avait donné de l'argent à Jessica pour l'essence et d'autres dépenses parce que Jessica prétendait ne pas avoir un sou, puisqu'elle ne travaillait pas. Ma grand-mère s'est rendue compte qu'elle avait été manipulée. Le lendemain matin, ma grand-mère a demandé à Jessica de venir discuter. Elle lui a dit qu'elle était au courant pour les allocations chômage et qu'elle était déçue de son manque d'honnêteté. Elle lui a expliqué qu'elle était trop âgée pour être la principale responsable de 3 jeunes enfants et que Jessica devait trouver une autre solution pour la garde en journée. La réponse de Jessica a été de faire ses valises et d'annoncer qu'elle partait. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas rester dans un endroit où elle n'était pas appréciée ni en qui on n'avait pas confiance. Elle a prétendu avoir d'autres proches qui seraient ravis de l'aider, contrairement à nous. Elle a passé la journée à passer des appels pour organiser son départ. Je croyais que ce serait la fin du drame, mais je me trompais. Ce soir-là,
La mère de Jessica, ma tante Véronica, a appelé ma grand-mère en criant, disant qu'on avait mis Jessica et les enfants à la rue. Apparemment, aucun autre proche n'a voulu l'héberger, mais une mère était bien décidée à nous accuser. Ma grand-mère lui a expliqué la situation, y compris les mensonges sur les entretiens d'embauche et les allocations. Il y a eu un long silence au bout du fil, puis ma tante a dit qu'elle devait appeler Jessica pour entendre sa version des faits. Moins d'une heure plus tard, elle a rappelé. Elle avait découvert que Jessica racontait des versions différentes de l'histoire à chaque membre de la famille pour obtenir de l'argent et de la compassion. Elle était furieuse. Jessica a fini par s'installer temporairement chez une amie, mais pas avant de m'avoir envoyé plusieurs messages odieux, m'accusant d'avoir ruiné sa vie et l'avenir de ses enfants. Elle m'a dit qu'un jour, je regretterais d'avoir été aussi égoïste, quand je comprendrai enfin que la famille est plus importante que la réussite professionnelle. La maison est redevenue paisible depuis une semaine. Ma grand-mère et moi avons retrouvé notre routine, et elle a l'air beaucoup plus détendue. J'ai pu me reconcentrer sur mon dernier semestre. Au final, la solution, c'était d'appeler la reine alien. Mise à jour 2. Les événements récents ont été tellement étranges que je ressens le besoin de les partager. Après avoir parlé avec d'autres membres de la famille, certaines choses inquiétantes sont remontées. Après le départ de Jessica, tout est resté calme pendant environ 3 semaines. J'avais presque oublié le drame quand ma tante Véronica a appelé ma grand-mère avec des nouvelles. Jessica avait logé chez son amie, mais cette cohabitation s'était écroulée au bout de 2 semaines. Je n'étais pas surprise. D'après ma tante, Jessica s'attendait à ce que son amie garde les enfants pendant qu'elle sortait, comme elle le faisait avec ma grand-mère. Quand son amie a refusé et lui a demandé de participer aux dépenses du foyer, Jessica l'a accusée d'être une mauvaise amie et est partie. Après avoir quitté la maison, Jessica s'est installée chez notre cousin Michael et sa femme. Ça a duré exactement 4 jours. Michael a appelé ma tante pour se plaindre que Jessica laissait les enfants à sa femme toute la journée pendant qu'elle disparaissait pendant des heures. Quand ils l'ont confrontée, Jessica lui a dit de ne pas être un idiot avec une mère célibataire. Michael lui a dit qu'elle devait trouver un autre endroit où aller. Ma tante Véronica avait déjà perdu patience avec le comportement de Jessica. Elle a décidé de faire ses propres recherches et a commencé à appeler d'autres membres de la famille pour savoir si quelqu'un avait vécu une situation similaire. Notre cousine a raconté que Jessica avait vécu chez elle pendant 3 mois, il y a 2 ans. Elle a dit que Jessica avait essayé de convaincre sa fille adolescente de sécher les cours pour garder les enfants pendant qu'elle sortait. Quand la fille a refusé, Jessica est partie en pleine nuit, en emportant quelques bijoux de notre cousine. Rachel avait signalé le vol, mais au-delà de la récupération des objets, le juge avait clos l'affaire parce que Jessica était mère célibataire. Notre oncle a partagé une histoire similaire. Elle avait vécu chez lui pendant 6 mois sous prétexte qu'elle économisait pour trouver un logement. Mais en réalité, elle dépensait ses allocations chômage en vêtements et loisirs, tout en comptant sur la femme de notre oncle pour garder ses enfants gratuitement. L'histoire la plus inquiétante vient de notre grande-tante Marie, qui a 82 ans. Jessica avait vécu chez elle pendant 2 mois l'année dernière, soi-disant en attendant un appartement. Marie, qui vit seule et a des problèmes de mobilité, s'est retrouvée à jouer les nounous à plein temps pendant que Jessica faisait la fête. Quand Marie est tombée et s'est blessée à la hanche en essayant de courir après un des enfants, Jessica n'est même pas revenue pour l'emmener à l'hôpital. C'est un voisin qui a dû appeler une ambulance. Ma tante Véronica a décidé qu'il était temps pour une intervention familiale. Elle a organisé une réunion avec plusieurs proches ayant été affectés par le comportement de Jessica. Ils ont décidé d'arrêter de l'aider et ont convenu qu'aucun d'eux ne l'hébergerait plus, qu'ils devaient rester unis pour ne plus soutenir ses abus. Quand ils ont présenté cette position ferme à Jessica, sa réaction a été explosive. Elle a accusé toute la famille de haïr ses enfants. Elle a dit que nous étions tous des gens sans cœur qui ne comprenaient pas ce que c'était que de lutter pour s'en sortir. Elle affirmait que les conditions étaient injustes et discriminatoires. En réaction à la réunion de famille, Jessica a complètement disparu. Elle ne répondait plus aux appels des proches et a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux. Pendant 2 semaines, personne ne savait où elle se trouvait, ni où étaient les enfants. Ma tante Véronica était désespérée et très inquiète pour ses petits-enfants. Puis, lundi dernier, j'ai reçu un appel au travail de ma grand-mère. Elle pleurait et pouvait à peine parler. Quand j'ai enfin compris ce qu'elle disait, j'ai quitté le travail en courant et suis rentré immédiatement à la maison. Jessica s'était présentée chez nous ce matin-là, pendant que j'étais au travail, et ma grand-mère était seule. Elle avait amené ses 3 enfants et plusieurs valises, prétendant avoir été expulsée de son logement et n'avoir nulle part où aller. Elle a dit à ma grand-mère que j'avais accepté qu'elle revienne temporairement, le temps de trouver une solution. Ma grand-mère, trop gentille et prise de court, les a laissés entrer. Quand je suis arrivé, Jessica était déjà bien installée dans la chambre d'amis. Les enfants couraient partout dans la maison et ma grand-mère avait l'air épuisée et dépassée. Quand j'ai confronté Jessica au sujet de son mensonge, elle a nié en bloc. Elle a affirmé qu'elle n'avait jamais dit que j'étais d'accord, seulement qu'elle espérait que je serais plus compréhensif cette fois. Elle a dit qu'elle était désespérée et sans solution, et que je ne pourrais sûrement pas mettre 3 enfants innocents à la rue.
Je lui ai dit qu'elle devait partir immédiatement ou j'appellerais les services sociaux. Je lui ai expliqué que rien n'avait changé depuis la dernière fois, et que je refusais toujours de m'occuper gratuitement de ses enfants. Jessica s'est mise à pleurer et à supplier, disant qu'elle avait juste besoin de quelques jours pour trouver une autre solution. Elle a promis de ne pas demander d'aide pour les enfants et de s'occuper seule de toutes ses responsabilités. Ma grand-mère, émue par la situation des enfants, m'a demandé de les laisser rester une nuit, le temps que Jessica s'organise. Contre mon instinct, j'ai accepté, juste pour une nuit. Cela fait maintenant 5 jours. Jessica est toujours là et elle recommence déjà ses anciennes habitudes. Hier, en rentrant de l'université, j'ai trouvé ma grand-mère seule, en train de s'occuper des 3 enfants, pendant que Jessica était introuvable. Lorsqu'elle est rentrée plus tard dans la soirée, elle a dit qu'elle était à la bibliothèque pour postuler à des offres d'emploi en ligne. J'ai vérifié l'historique du navigateur sur l'ordinateur de ma grand-mère, que Jessica utilisait depuis quelques jours. Au lieu de candidature, j'ai trouvé des heures passées sur des sites de rencontres et les réseaux sociaux. Elle ne cherchait pas du travail, elle cherchait sa prochaine victime chez qui emménager. Ce matin, Jessica m'a coincé dans la cuisine et a recommencé son discours habituel, disant qu'elle avait besoin d'aide avec les enfants pour pouvoir travailler. Quand je lui ai rappelé qu'elle avait promis de ne pas me demander cela, elle m'a dit que les circonstances avaient changé et que j'étais inflexible face à une urgence familiale. C'est là que j'ai compris, Jessica ne changera jamais tant que la famille continuera de l'encourager dans ce comportement. Elle voit notre gentillesse comme de la faiblesse et nos limites comme de simples suggestions, pas des règles fermes. À chaque fois qu'on lui donne une nouvelle chance, elle y voit une autorisation pour recommencer ses manipulations. J'ai décidé que c'était terminé. J'ai appelé tante Véronica et je lui ai raconté le dernier mensonge de Jessica. Véronica était furieuse d'apprendre que Jessica avait encore trompé notre grand-mère et qu'elle rompait déjà ses promesses. Nous avons convenu qu'il était temps d'imposer de vraies limites. Demain, Véronica viendra chez nous pour avoir une conversation définitive avec Jessica. Nous allons lui donner 2 options, soit elle part volontairement et commence à assumer ses responsabilités, soit nous prendrons des mesures plus sérieuses pour protéger ma grand-mère de nouvelles manipulations. Le plus triste dans tout cela, c'est que ce sont ces enfants qui paient le prix des mauvaises décisions et du comportement manipulateur de Jessica. Ils méritent de la stabilité et une mère qui place leurs besoins avant son confort personnel. Mais Jessica semble incapable d'assumer ce genre de responsabilité maternelle. Véronica sait aussi que je suis prêt à appeler les services sociaux, c'est un point que nous allons discuter. Mise à jour 3. Ce dernier mois a été intense, mais je pense que nous avons enfin trouvé une solution qui protège ma grand-mère et me permet de regarder vers l'avenir sereinement. Véronica est venue un samedi matin, à un moment où Jessica ne pouvait pas prétendre qu'elle cherchait du travail. Elle était accompagnée de son mari, l'oncle Rick, pour la soutenir, et ensemble ils ont convoqué Jessica pour une conversation sérieuse. Ils lui ont posé un ultimatum, les enfants partaient avec eux sur le champ, et elle irait où bon lui semblait pour trouver un emploi. Jessica a accepté les conditions, mais a essayé de négocier. Elle a dit que maintenant que les enfants ne seraient plus là, elle pourrait rester chez grand-mère pour utiliser la maison comme base pour se reconstruire. Elle a appelé ça « Opération Renaissance » et a prétendu qu'elle allait utiliser notre aide pour devenir la personne que tout le monde attendait qu'elle soit. Ma grand-mère lui a simplement répondu « Dégage de chez moi ». Maintenant que les enfants n'étaient plus là, ma grand-mère n'avait plus la moindre pitié pour Jessica. Et voilà. Jessica est partie, et les enfants sont repartis avec leurs grands-parents. J'ai obtenu mon diplôme il y a 3 semaines. Ma grand-mère était si fière qu'elle en a pleuré à la cérémonie. J'ai déjà été accepté à l'université publique de l'État pour poursuivre ma licence, et je commence les cours le mois prochain. J'ai aussi commencé un nouveau travail dans mon domaine d'études, qui est mieux payé. Je vis toujours chez ma grand-mère et je participe désormais aux dépenses du foyer. Nous n'avons plus eu de contact direct avec Jessica depuis son départ, mais tante Véronica a reçu quelques nouvelles vagues par le biais de la famille. Apparemment, Jessica est restée environ 3 semaines chez une amie du lycée, avant que la cohabitation ne se termine également en désastre. Ce qui est plutôt ironique, car elle pensait que le problème venait des enfants, mais même sans eux, elle est tout aussi envahissante que 3 gamins. Elle vit maintenant chez quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas qui. Mise à jour 4. Ma cousine, c'est fini, légalement fini. Pendant 2 mois avant les événements suivants, nous n'avons eu aucun contact avec elle, et ma tante ne recevait que quelques nouvelles floues. Des phrases du type « je cherche un travail » ou « j'ai quelque chose en vue », mais jamais rien de concret qui aurait pu justifier que ma tante lui rende les enfants. Pendant ce temps, les enfants ont enfin trouvé un peu de stabilité. Les vacances étant terminées, l'aîné est retourné à l'école, et les 2 plus jeunes ont commencé la maternelle. Ils allaient bien, avaient une routine. Personne n'aurait pu mieux s'occuper d'eux que Véronica et mon oncle. Mais Jessica a découvert que dans un autre État, en plus des aides sociales pour les chômeurs, on versait aussi une allocation supplémentaire par enfant. Ce n'est pas le cas ici, où seuls les retraités reçoivent des indemnités chômage. Alors elle s'est rendue chez ma tante pour essayer de récupérer les enfants et réclamer ce qu'elle considérait comme son dû. Comme Véronica et mon oncle ont refusé,
Parce que Jessica n'avait pas amélioré sa situation et avait même avoué son plan, ils lui ont dit non. Mais elle est revenue avec la police, accusant ses parents d'avoir kidnappé ses enfants. Ce qui a suivi fut une enquête de la police avec l'intervention des services de protection de l'enfance, où toute la famille a témoigné, et tous ont parlé très négativement de Jessica. Le tribunal a accordé la garde exclusive aux grands-parents, et Jessica a également perdu ses allocations sociales. Une décision juste. Franchement, elle ne les a jamais méritées. Cela fait maintenant plus de 3 mois et demi que nous n'avons plus de nouvelles d'elle, mais au moins maintenant, elle ne peut plus nuire à ses enfants. On peut enfin le dire, dans l'espace, personne ne vous entend crier.